Voilà, toc, toc, toc. Paul, je vais vous demander de prendre le micro. Bien sûr. Si ça ne vous dérange pas. Pas du tout. Faut le faire, David, c'est mieux? Oui. Ah, ça c'est bien, ça. Ça va être du bon live. Alors là, ouais. Donc derrière vous, il y a au poste. Super. Je suis au poste. Acrimed, pour le placement de produits, je vois avec qui? Ah non, mais là, vous êtes bien, hein, vous êtes. Ah là, il va y avoir de l'abonné, hein. Bon, voilà, toc. Alors attendez, j'attends que ça démarre. On a une demi-heure, ça va? Ouais, c'est bon. C'est une demi-heure, Clément, c'est ça? Ça roule. Alors j'attends juste. Là, il y a quelques personnes qui arrivent. Mais j'attends que la modératrice en chef soit là. Au poste et nos postes, tiens, est-ce que vous m'entendez, amis du café, amis de la police, amis des débats publics? Bonjour, bravo pour votre travail, ça vous est adressé. Eh ben merci, ça fait chaud au cœur. Alors, nous n'avons pas les moyens de l'Assemblée nationale. Le micro, il faut le porter un peu plus haut. Ici, là, sur le menton, comme ça? Voilà, parfait. Ça c'est bien. Alors là, j'ai l'impression qu'on nous entend. Et j'attends juste la modératrice Eurial. Eurial, peux-tu me faire signe, s'il te plaît? Toc, toc, toc. Nous sommes aux Amphis, à Châteauneuf-sur-Isère, à côté de Valence, les Amphis 2025. Vous m'entendez les uns et les autres? Là, je vois un chat très sage. Ah, Eurial, tu es là. Est-ce que le son est bon? Paul, est-ce que je peux vous demander de dire 2-3 mots? Bien sûr, je suis ravi d'être au poste ici à Châteauneuf-sur-Isère et dialoguer avec vous. Vous êtes ravi d'être au poste. Bien, on va pouvoir tweeter ça. Très bien, impeccable. C'est bon, Eurial, ou pas? Bonjour, bonjour. Ah, ça y est, le monde arrive. Oh là 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 là. Bon, salut vous. Alors, j'ai appris ce matin que vous étiez d'accord pour venir. Ouais. Ce qui fait qu'exceptionnellement, je n'ai pas tout à fait préparé mon entretien. C'est pas grave, on va improviser. On va improviser. On va faire une déambulation philosophique. Très bien. On va discuter. Mais moi, je voulais quand même vous parler de votre fait d'armes. Oh là. Voilà qu'au poste, c'est pas grave. Votre fait d'armes, c'est quoi d'après vous? Je ne sais pas. Vous allez me dire. Qu'est-ce que c'est mon fait d'armes? C'est la commission d'enquête. Ouais, bien sûr. Bien sûr. C'est un fait d'armes. Je ne le considère pas comme un fait d'armes. En vérité, c'est un sujet, c'est un fait de fond, c'est un fait de société, peut-être plus qu'un fait d'armes, cette commission d'enquête. Parce qu'elle a contribué bien au-delà de l'Assemblée nationale à une libération de la parole. Ouais. J'espère à un changement d'époque, j'espère à des changements concrets pour protéger les enfants, pour empêcher d'autres bêtes arabes. Et c'est un changement de fond qu'il faut continuer à accompagner. Pour moi, cette commission d'enquête, c'est encore mon actualité du moment. C'est encore un travail qui est devant moi, qui est devant nous avec ma co-rapporteure Violette Spielbout. Et après les conclusions, après les recommandations que nous avons présentées, qui ont été adoptées par l'Assemblée nationale, il y a encore beaucoup de travail pour que, de façon véritable, des changements soient engagés, des mesures soient prises, que le gouvernement réagisse à cette situation. Aujourd'hui, il ne l'a pas fait. Il est dans un silence assourdissant, 2 mois après la publication de ce rapport. Et donc, je ne considère pas que la bataille, pour reprendre cette métaphore, est achevée. Il y a eu 50 recommandations. Est-ce que vous pouvez résumer les plus fortes, les plus importantes pour vous? Il y en a qui sont très pratiques. Par exemple, nous avons proposé la création d'une cellule de signalement, Signaléduc, une cellule nationale qui centraliserait les remontées, les alertes qui pourraient être transmises par
tous les personnels de l'éducation nationale, mais aussi par certains parents d'élèves, de façon à assurer le recueil d'abord de ces signalements, leur traitement, de façon à assurer que ces signalements soient transmis parfois vers les départements, parfois vers la justice, pour qu'il y ait toujours des réponses, toujours des actions qui soient engagées, alors que nous avons constaté que beaucoup de ces signalements se perdaient, n'étaient jamais traités, n'étaient jamais instruits. Nous avons proposé la création d'un fonds d'indemnisation pour les victimes de violences en milieu scolaire, pour reconnaître d'abord ces victimes, qui parfois ne le sont pas par la justice en raison de délais de prescription, par exemple, et puis pour leur permettre de faire face à toutes les conséquences des chocs qu'elles ont connus, des conséquences en termes de santé mentale, de santé physique, des conséquences en termes d'accès à l'emploi, des conséquences qui sont dramatiques et qui touchent tous les aspects de la vie de la personne. Et puis il y a d'autres recommandations qui sont à la fois plus obscures peut-être, mais qui sont fondamentales pour moi en tout cas. Cette commission d'enquête, elle est revenue très largement sur la place de l'école privée dans notre pays, qui est une place très importante. Il y a 2 millions d'élèves qui sont scolarisés dans les établissements privés, notamment catholiques en France. Et cette école privée, qui est abondamment financée par de l'argent public, c'est 12 à 15 milliards d'euros par an, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Elle échappe à tout contrôle public. Elle est à la main d'un ministère bis de l'Éducation nationale qui s'appelle le Secrétariat général à l'enseignement catholique. Elle a jusqu'à très récemment échappé à tout contrôle, jusqu'à mettre des élèves en danger, à exposer des élèves à la violence continue de criminels. Eh bien, ce rapport et ces recommandations proposent de rompre avec cette organisation et proposent que la puissance publique, que l'éducation nationale assume toutes ses prérogatives et assume le suivi de tous les élèves de notre pays, par exemple. Est-ce que c'est un sujet que vous aviez choisi? Oui, c'est un sujet que j'ai choisi. En tout cas, j'ai choisi le sujet de l'éducation. D'abord parce que c'est mon métier. Avant d'être député, j'ai été pendant plus de 10 ans enseignant dans des lycées de l'Académie de Créteil, des lycées publics. C'était mon métier, c'est mon métier. Je reste un enseignant. Si je ne suis plus député un jour, je redeviendrai un enseignant. Et puis, j'ai travaillé politiquement ces questions en étant responsable du programme éducation de Jean-Luc Mélenchon en 2017, en 2022. Et quand je suis devenu député, j'ai choisi de siéger dans la commission des affaires culturelles et de l'éducation et de m'intéresser assez rapidement à la question de l'école privée. En 2024 déjà, j'ai conduit une mission d'information parlementaire avec un député, Renaissance déjà, qui s'appelait Christopher Weisberg, sur le financement public des établissements privés sous contrat. Et cette mission de 6 mois m'avait conduit à beaucoup de découvertes, mais déjà à constater l'absence de contrôle sur le plan financier, cette fois, de ces établissements. Et quand l'affaire Betaram est apparue à travers un article de Mediapart en février 2025, en vérité, la presse était déjà intéressée à cette situation, mais moi, je n'avais pas lu, je n'avais pas pris connaissance de cette situation. Quand en février 2025, je lis l'article de Mediapart, je comprends que cette question du contrôle se pose là, à travers une question nouvelle et beaucoup plus dramatique, celle du sort d'enfant. Et donc, je comprends l'enjeu qui est là, et je propose à mon groupe parlementaire de poser une question à François Bayrou. Je lui pose cette question, et François Bayrou se lève pour me répondre et choisit de me mentir. Et c'est ce mensonge qui va déclencher ce qui va devenir une affaire Betaram, une affaire parlementaire. C'est ce mensonge qui va me conduire à le questionner à 2 reprises dans les jours qui vont suivre à l'occasion de questions au gouvernement. Et puis, parce que je constate le mensonge, parce que je considère qu'il y a un sujet essentiel, grave, que le sort de trop d'enfants est en jeu. Je réfléchis, je cherche les moyens comme député qui sont les miens pour continuer à agir. Je propose la création d'une commission d'enquête parlementaire. Cette proposition est soumise au vote de ma commission. Pour la première fois dans l'histoire de la Ve République, cette commission choisit de se doter des moyens d'une commission d'enquête parlementaire. Et puis je suis élu rapporteur, co-rapporteur de cette commission, et là, le travail commence. Alors, plusieurs choses. C'est quoi exactement les moyens d'une commission d'enquête? Et vous avez parlé à plusieurs reprises du mensonge de Bayrou, là, maintenant, mais vous l'avez fait depuis des mois. Le mensonge, pour vous, il est où? Vous vous souvenez forcément de sa phrase. Ouais. Il est où le mensonge, on va dire, fondateur pour vous? Il y a le mensonge fondateur, et peut-être que je le dirais aussi, il y a le mensonge qui peut-être conclut les travaux de cette commission d'enquête. Et le mensonge fondateur, c'est le déni de François Bayrou. C'est le moment où je lui pose une question ouverte
ce 11 février 2025 dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale en lui demandant s'il était informé de ces faits de violence et où il répond « Je n'ai jamais été informé de quoi que ce soit de violence, a fortiori de violence sexuelle ». C'est le choix libre de François Bayrou de produire cette affirmation. Elle est immédiatement démentie car des journalistes ont déjà documenté le fait qu'il est informé, car le soir même, le journal Mediapart, là encore, eh bien, sort une information qui confirme qu'il a reçu par lettre recommandée un témoignage qui pointe ces violences. Et ensuite, on découvrira que depuis les années 90, il était informé de ces violences physiques et sexuelles. Donc, quand il vous répond, François Bayrou, vers 15h30, vous savez déjà qu'il ment? Je sais qu'il ment. Ah non, donc vous n'attendez pas les confirmations de la presse. Vous savez déjà. Je sais qu'il ment parce que vos confrères ont déjà documenté qu'il a été tenu au courant de ces violences. Et plusieurs articles ont établi une chronologie assez précise qui le certifie. Donc je sais qu'il ment, je suis stupéfait d'ailleurs qu'il fasse ce choix-là. Et c'est donc deux questions qui se posent. La question de fond, pourquoi ment-il? Il ment probablement pour dissimuler quelque chose, quoi? Et puis c'est la question politique. Un ministre qui ment aux députés, a fortiori le premier d'entre eux, c'est une situation qui est intenable en démocratie. Les parlementaires sont là pour contrôler l'action de l'exécutif. Si l'exécutif ment au pouvoir législatif, notre démocratie ne peut pas fonctionner. Et donc c'est la question de la démission de François Bayrou qui, à partir de là, à partir du mensonge, pas a priori, pas au préalable, mais à partir du mensonge, va se poser. D'autant plus que ce mensonge, nous allons le découvrir, cherche à dissimuler une inaction face à des violences pédocriminelles. Mais ce mensonge fondateur, c'est lui qui déclenche l'enquête Betaram. Il est patent, il est là, il est devant nous. Il, moi, me scandalise, car ce mensonge n'a pas empêché François Bayrou de se maintenir à Matignon. Mais le mensonge dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale n'expose qu'à des conséquences politiques. Il peut être autrement assumé, à la différence d'un autre mensonge, et je veux le dire, celui devant la commission d'enquête parlementaire, puisque vous m'interrogez sur les prérogatives, mais il se trouve que donc, un des pouvoirs d'une commission d'enquête parlementaire est de convoquer quiconque à être auditionné par elle, et que ces auditions se font sous serment. Et que dès lors qu'un mensonge, qu'un parjure serait prononcé sous serment, eh bien celui qui le prononce s'expose à des sanctions sur le plan judiciaire. Et j'ai considéré que lors de son audition, François Bayrou avait commis là un mensonge susceptible d'être poursuivi sur le plan judiciaire, un parjure, même si la justice, aujourd'hui, n'est pas saisie, car cette procédure a été empêchée, arrêtée par d'autres que moi qui voulaient l'initier. Qui d'autre? La présidente de la commission d'enquête parlementaire, la députée socialiste Fatia Kelawachi, qui a considéré que elle m'a répondu par courrier lorsque je l'ai saisi de ce qui m'apparaissait comme un parjure. Elle m'a répondu qu'elle constatait comme moi que sur un point précis, François Bayrou avait tenu des propos qui ne pouvaient pas être assumés. Mais elle considère que ces propos ne sont pas, que ce mensonge n'est pas suffisamment grave pour que la justice soit saisie. Moi, je le considère car le mensonge de François Bayrou, le parjure devant la commission d'enquête, manifestait sa volonté d'entretenir aujourd'hui encore l'omerta sur ces violences commises en milieu scolaire sur les enfants, car ce mensonge portait sur la menace qu'il avait faite dans l'hémicycle de porter plainte en diffamation contre le journal Mediapart qui diffusait justement des informations concernant la responsabilité de François Bayrou à Betaram. Alors là, il y a quelques annonces, mais je crois qu'on vous entend très bien. Il y a un certain nombre de vos électeurs qui sont dans le chat, qui sont très heureux de voir leur député. Voilà. Et il y a Lucopate, vous m'entendez ou pas? Ouais. Impressionnant le taf de Paul sur la commission avec Madame Spécot qui se fait défoncer dans le Figaro pour aller aux Amphis. Elle va venir demain. Elle vient demain, Violette. Que Bayrou puisse rester une honte absolue et montre la disparition des valeurs qui nous unissaient. Alors, puisqu'on est aux Amphis, elle vient. J'ai entendu dire que le mot était passé de dire soyez sympa avec elle. Hein, si, il y a des boucles internes qui disent aux militants ici soyez quand même sympa, elle a accepté de venir, il faut quand même l'accepter comme il faut, non? À vrai dire, je ne suis pas du tout inquiet parce que c'est un détail. Hein, mais... Non, mais il n'y a pas. Violette vient aux Amphis de la France Insoumise, c'est une députée Renaissance. Ce n'est pas n'importe quelle députée Renaissance. C'est quelqu'un qui est très engagé en soutien de la politique de son camp. C'est une figure du groupe parlementaire Renaissance. Ce n'est pas une insoumise.
Mais c'est quelqu'un que moi j'ai découvert. Je ne connaissais pas Violette Spilbout avant d'être co-rapporteur de la commission d'enquête parlementaire avec elle, mais que je veux vraiment saluer parce que j'ai travaillé avec d'abord quelqu'un qui travaillait, et c'est beaucoup de travail de faire une commission d'enquête parlementaire comme celle-là, dans un délai aussi bref, sous pression. Quelqu'un qui n'a jamais dévié du sens profond de ce que nous faisions et de la mission que nos collègues nous avaient confiée, et quelqu'un qui est indépendant et que je veux saluer. Voilà. Et donc je pense que les Insoumis le savent, et que les Françaises et les Français par ailleurs, je pense qu'ils l'ont constaté. Et elle sera ici comme elle l'a été à mes côtés, avec ses différences et en même temps avec des convergences. Et ce sera intéressant de débattre et de revenir sur nos travaux ensemble. Vous êtes né en 85, si je... Exactement. En 85, la loi sur l'école libre, c'était le terme, était passée. Exactement. On pouvait imaginer que ces questions-là étaient résolues. Et quand je dis questions-là, je pense notamment aux questions religieuses avec l'école. Or, ce que l'affaire Bétharam montre, c'est qu'il y a encore un vrai problème dans l'enseignement catholique, comme dans d'autres enseignements religieux. Est-ce que vous vous attendiez à ça, vous? Oui. Parce que vous veniez du public et vous aviez entendu parler de tout ça avant ou... Je suis un militant politique de la gauche de rupture qui s'inscrit dans une tradition politique qui est celle d'un camp mobilisé pour l'école publique, pour l'école laïque, celle d'un camp qui fait de l'horizon fonds public à l'école publique un des mots d'ordre qui l'ont structuré et construit. Et donc quand je me suis engagé en politique, quand je me suis intéressé aux questions éducatives, d'abord j'ai diagnostiqué que la question de l'école privée était un des grands enjeux. Et si j'ai choisi de m'y intéresser, de m'y consacrer en étant député et en me saisissant des moyens que l'Assemblée me donnait, c'est dans une perspective gouvernementale. Parce que je considère que la France insoumise est candidate au pouvoir, à exercer le pouvoir, et que demain un gouvernement insoumis devrait traiter beaucoup de questions dans le domaine éducatif, mais aussi la question de l'école privée. Donc j'ai souhaité connaître son fonctionnement et connaître notamment la façon dont elle était financée. Et je l'ai fait en ayant à l'esprit la difficulté à aborder cette question. La question de l'école privée est un tabou dans notre pays. Elle est un tabou plus grand encore dans le débat public, dans le débat politique. Le débat autour de l'école privée était absolument impossible depuis 1984. Depuis 1984, pendant 40 ans, il a été impossible, ne serait-ce que de questionner le fonctionnement de cette école, car le faire, c'était immédiatement s'exposer à l'accusation en guerre scolaire, et le débat immédiatement se refermait. Eh bien, ce que j'ai souhaité faire, moi, politiquement, c'est d'abord réouvrir ce débat. Et pour le réouvrir, j'ai fait le choix de me saisir d'une mission d'information parlementaire et d'entrer dans la question de l'école privée par le biais du financement. J'ai choisi d'y entrer non pas de façon frontale, principielle, mais par cette question qui est une question démocratique et politique fondamentale, mais qui a une dimension technique qui me permettait, je le pensais, de changer les modalités du débat et donc les configurations politiques autour de cette question. Ce rapport d'information parlementaire s'est inscrit dans un contexte un peu nouveau, celui de la publication d'un rapport de la Cour des comptes sur ces enjeux financiers, aussi de l'action de Pape Ndiaye, que je ne fais pas mienne, mais qui avait commencé à aborder très à la marge, mais à reposer légèrement cette question. Et ce contexte, j'ai considéré que la porte était en train de s'ouvrir, qu'il fallait maintenant mettre un pied dedans, et que l'entrebâillement s'espace. Bien sûr, pour moi, la commission d'enquête Bétharam a aussi été l'occasion d'ouvrir cet espace de débat. Et je crois aujourd'hui qu'il est définitivement ouvert, en tout cas qu'une période politique nouvelle est devant nous, et que le débat est aujourd'hui possible autour de la question de la place, du financement de l'école privée dans notre pays. C'est une immense victoire idéologique et culturelle, je le crois. Il faudra demain qu'elle se traduise par des victoires politiques, par des votes à l'Assemblée nationale. Il n'y a pas aujourd'hui dans l'Assemblée telle qu'elle est constituée une majorité pour changer les règles. Mais une première étape, je pense, est franchie et nous sommes en tout cas sortis de cette période de l'omerta, celle durant laquelle nous ne pouvions pas aborder ces enjeux. Alors, nous avons eu le plaisir de vous suivre face à François Bayrou à un moment assez exceptionnel, je dois le dire quand même, d'un point de vue citoyen, en fait. Évidemment, chacun voit midi à sa porte. Donc, à la fin, nous avions compté les points et considéré que vous aviez gagné. Oh là là, on s'est bien trompé. Le soir même,
François Bayrou est partout et tous les commentateurs expliquent que vous êtes, vous comportez en flic, limite en gestapiste, que vous étiez sorti de vos goûts. Alors, ça peut évidemment par rapport, mais là on a parlé une quinzaine de minutes du fond, mais parlons un tout petit peu de la forme de ça, parce que c'est aussi ça la gauche de rupture. Est-ce qu'à un moment donné vous avez fait une autocritique en vous disant, merde, j'ai peut-être été un peu pathétique, j'ai peut-être montré trop que je bichais à certains moments ou pas? On fait tout, on y repense toujours, on pense toujours qu'on peut faire mieux. Mais quel a été, moi, le choix que j'ai fait en entrant dans cette salle et en découvrant tout de suite qu'il allait être dans un registre offensif, agressif, dans le registre de la provocation. J'entre dans la salle, je vois l'ouvrage La Meute posé sur son bureau. Je comprends tout de suite dans quel état d'esprit il va être. Et un des objectifs que j'ai, c'est aussi de montrer que François Bayrou, parce que je pense que c'est une des clés d'explication, est un homme politique empreint d'une culture de la violence. Et donc, je choisis de m'adresser à lui dans un registre et à travers des questions précises pour lui permettre d'exprimer sa violence. Et c'est ce qu'il va faire. Il va se vautrer dans une attitude extrêmement agressive, très violente. Il va être excité par sa propre violence. Et je crois que de ça, il est ressorti très abîmé. Très abîmé. Il n'a pas démissionné. Il est toujours Premier ministre. Mais vous savez comme moi que les enquêtes d'opinion montrent qu'il est le Premier ministre le plus rejeté par les Français. Et je crois qu'il a produit un trouble très grand dans l'opinion de notre pays à travers cette audition. Mes questions étaient précises, elles étaient nombreuses. Nos questions, d'ailleurs, je veux le dire. Parce que cette audition, nous l'avions préparée du début de la première à la dernière question, ensemble, avec Violette Spielbout. Et toutes les questions qui ont été posées, par moi ou par elle, étaient nos questions, dans un déroulé dont nous avions convenu tous les deux. Les questions étaient précises, nombreuses. Peut-être qu'elles pouvaient donner l'impression de bicher, comme vous l'avez dit. Mais elles étaient pour moi essentielles. Car le travail d'une commission d'enquête parlementaire, le travail de rapporteur, est précisément de rapporter à l'Assemblée nationale des faits, des éléments. Et pour le faire, il faut poser des questions précises, il faut rentrer dans le détail des choses. Et je crois qu'aucune de ces questions n'était superflue. Alors c'est marrant parce que moi, à votre place, je n'aurais pas répondu ça du tout. J'aurais dit, mais c'est parce que les autres, ils ne font pas leur boulot. Les autres députés, ils sont quand même très gentils en commission d'enquête. Et là, on avait un truc un peu quasiment à l'américaine, ça plairait à Sarkozy, mais où il y avait une forme de contre-pouvoir qui s'exerçait. Bien sûr. C'est en ça que c'était assez étonnant. Ah, mais ça, vous m'avez interrogé sur mon action. Moi, je ne maîtrise pas tout dans cette histoire. Et évidemment, une partie, en fait, je pense que l'issue pour François Bayrou, c'est la configuration générale de cette audition. C'est qu'en effet, il n'y a pas seulement, il n'y a pas qu'un rapporteur, il n'y a pas que deux rapporteurs. Le dispositif est un peu plus large que celui-là. Et il y a des choses sur lesquelles je n'avais pas prise, qui, de mon point de vue, n'ont pas été bien amenées dans cette audition. C'est la faute des autres. C'est comme ça que ça se passe, en tout cas. Et c'est la réalité d'une assemblée diverse, plurielle. C'est la réalité de la Ve République aussi. La Ve République permet ça. Elle permet à la fois le contrôle par le Parlement du pouvoir exécutif. Et c'est un grand moment de vie parlementaire que cette commission d'enquête parlementaire, de ce point de vue-là. Mais elle montre aussi comment le pouvoir peut s'échapper, comment il peut contourner, comment il peut faire le choix de ne pas répondre, comment il peut faire le choix de mentir et comment ce mensonge peut être impuni lorsque ceux qui sont chargés, qui ont la responsabilité institutionnelle de le dénoncer, ne le font pas. Alors, et là, oui, il y a des limites, évidemment, au travail de cette commission d'enquête parlementaire. Non, j'ai l'impression que votre collaboratrice Clémence, qui a monté l'entretien, ne dit rien pour l'instant, donc on a encore le temps, donc j'en profite. Admettons, vous arrivez au pouvoir, qu'est-ce que vous faites pour que le contre-pouvoir que vous avez incarné pendant 2-3 heures ce jour-là puisse sortir encore renforcé? C'est-à-dire que pendant 5h30 que le Bayrou, François Vannier ne s'en sortent pas le jour où il est Premier ministre et qu'il ment devant... Et je pense qu'il faut renforcer les commissions d'enquête parlementaire. Ce sont des outils qui sont extraordinaires parce qu'ils donnent véritablement des pouvoirs aux députés, le pouvoir d'audition, sous serment, mais aussi le pouvoir de contrôle. Et nous avons effectué un très grand nombre de contrôles qui nous ont véritablement permis de saisir des documents qui ont été essentiels à ces auditions et qui ont apporté un éclairage aux questionnements qui étaient les nôtres. Notamment sur les finances, c'est ça? Sur les financements, mais notamment sur le traitement des établissements musulmans, par exemple, qui est un sujet
en soi, qui mériterait des développements très importants, mais qui montre qu'il y a un traitement tout à fait discriminatoire de la part de l'État vis-à-vis de ces établissements privés eux aussi. A contrario, par exemple, des établissements catholiques. Plein de questions fondamentales sont posées par cette commission d'enquête parlementaire. Mais vous m'avez demandé tout à l'heure quels étaient nos moyens. En vérité, ils sont extrêmement limités. Ce sont les moyens de nos cabinets, je veux les saluer, puisque nos collaborateurs, évidemment, ont beaucoup travaillé avec nous, Violette Speedboot et moi-même. Et puis, nous avions l'appui aussi de 2 administrateurs de l'Assemblée nationale, qui sont des hauts fonctionnaires de l'Assemblée, qui sont un appui essentiel. Mais c'est à la fois des moyens dont ne disposent pas au quotidien les députés, donc qui les renforcent, mais en même temps, ce sont des moyens dérisoires, puisque c'est une toute petite équipe qui fait face à une charge de travail colossale, et puis à des interlocuteurs ou à des adversaires qui, eux, disposent de moyens absolument considérables. Les cabinets ministériels sont dotés de dizaines de membres. Les institutions que nous abordions étaient des colosses organisationnels. Et donc, après cette expérience, je considère à la fois qu'il faudrait des moyens supplémentaires au Parlement et notamment dans cette mission de contrôle. Et je pense aussi qu'il faudrait plus de commissions d'enquête. Notamment, il y a à l'Assemblée ce qu'on appelle des missions flash qui permettent de traiter rapidement des sujets de fond. Je pense qu'il faudrait des commissions d'enquête flash qui dureraient même 1 mois ou 2 et qui donneraient ces pouvoirs de contrôle de l'exécutif parce que c'est des pouvoirs qui sont utiles. Nous découvrons des choses. Et puis surtout, nous pouvons proposer des choses pour corriger des dysfonctionnements. Mais par exemple, admettons une 6e République advient. Est-ce qu'il y aurait des pouvoirs de coercition pour les députés face à des membres du gouvernement ou pas? Il y a déjà un pouvoir de coercition d'un certain point de vue, puisque quand on est convoqué, on ne peut pas échapper à la convocation. À part M. Sternin. Ouais. Mais ça, c'est autre chose. Mais c'est là où vous voyez qu'il y a évidemment beaucoup à dire de l'état de notre régime, qui est en crise et qui ne fonctionne plus. Ou alors, quand il ne fonctionne que sur la volonté des acteurs. Dès lors que les acteurs refusent, s'opposent, on voit que là, la force n'est plus finalement au Parlement. Et il y a sans doute des choses à renforcer là. En tout cas, nous sommes partisans d'un régime parlementaire, d'un régime où le Parlement est le centre de gravité du fonctionnement institutionnel. Et donc, oui, il faudrait la capacité de convoquer, de disposer de pouvoirs d'enquête supplémentaires, y compris, c'est de la technique. Mais aujourd'hui, on sait que beaucoup reposent sur des correspondances numériques. Et là, il y a bien sûr l'accès pour nous à certains de ces documents, mais d'autres échappent à notre capacité de saisine. Supermanman vous demande dans le chat, pour ne pas répondre aux questions de tous les rapporteurs, François Bayrou a décidé de ne s'adresser qu'à vous, Monsieur Vannier. Y étiez-vous préparé? Je m'attendais à ce qu'il me cible, puisque son entourage, dans les jours précédant son audition, avait engagé à la fois cette stratégie, en même temps qu'une stratégie de disqualification de ma collègue Violette Speedboot. Oui. Et bien sûr, je m'attendais à ce qu'il cherche à rentrer dans une forme logique de match entre lui et moi. J'ai choisi, moi, de tenter d'incarner, en tout cas, un questionnement rigoureux et de rester dans mon rôle. Car bien sûr, je suis un député d'opposition et un député insoumis. J'ai appelé à de très nombreuses reprises à la démission de François Bayrou et je continue à le faire. Mais je ne l'ai pas fait dans le temps de cette audition. Dans le temps de cette audition, j'ai souhaité être le rapporteur de l'Assemblée nationale à qui les députés avaient confié cette mission et rester sur ce chemin de crête, ne pas justement en dévier, et c'est ce que François Bayrou voulait me pousser à faire, en restant sur ce fil de questionnement pour obtenir des éléments qui, à la fin, dans le rapport de la commission d'enquête parlementaire, nous ont conduit, Violette Speedboot et moi, à considérer comme caractérisant un défaut d'action de la part de celui qui était ministre de l'Éducation nationale à l'époque, à propos des violences commises à Betaram. Je crois que ça n'est pas rien qu'un rapport d'enquête parlementaire qui a été adopté à la quasi-unanimité par les députés à l'Assemblée nationale caractérise ainsi l'action de celui qui est aujourd'hui Premier ministre face à ce qui est probablement la plus grave affaire pédocriminelle qu'ait connue notre pays. L'aspect public, encore 2 minutes, c'est bon. L'aspect public des choses, la publicité des débats, le fait que ce soit retransmis, le fait que ce soit commenté. D'abord, est-ce que sur le moment, vous êtes au courant des retours, de ce qui peut être dit? Est-ce que quelqu'un, une collaboratrice, un collaborateur vous dit tiens, ça vire mal de ce côté-là, etc. Est-ce que vous avez des retours en direct de ce qui se passe ou pas? Et surtout, quelle
quelle modification ça peut avoir sur le comportement des uns et des autres, sur la nature du débat, on va dire. Voilà. Est-ce que vous pensez que c'est sain, c'est bon, ou est-ce que vous pensez que ça peut amener vers le spectaculaire, ça peut aller vers le rapide Je pense que c'est indispensable. Je pense que la transparence est absolument indispensable au travail des commissions d'enquête parlementaires. Nous l'avons souhaité comme co-rapporteur, Oui. en conviant la presse à nos différents contrôles, moi-même en essayant de communiquer par mes propres moyens de mon action. Et évidemment, cette audition se devait d'être accessible à toutes les Françaises et tous les Français qui souhaitaient l'entendre, aussi parce que c'est une question qui concerne des millions de Français, directement sûr, oui, ou oui. indirectement. Donc de ce point de vue-là, quelles que soient les conséquences de la transparence, il la faut. Ensuite, dans le temps de l'audition, je n'ai pas de retour. Okay. Il y a 2 pauses. Et il y a une pause qui me questionne, où François Bayrou tente d'organiser, pendant l'audition, dans une de ces pauses, un duplex en direct sur France 2, France TF1. Il tente de l'organiser dans le couloir de l'Assemblée, au moment même où l'audition se tient. On ne sait pas. Et il y renonce, manifestement, Ouais. mais il y a des caméras qui descendent, des lampes qui s'allument, et il est dans l'hésitation de faire quasiment un point presse dans une des coupures de l'audition. Donc je sais qu'il est dans une stratégie, lui, qui est une stratégie de communication en même temps que l'audition a lieu. Mais je n'ai pas, moi, d'autre retour que cette constatation que je fais en allant simplement aux toilettes dans un de ces... C'est en effet dingue, y compris du point de vue de sa conception du Parlement et de la conception de son rôle de Premier ministre dans ce moment-là. Ensuite, donc ça, c'est la première pause. Donc c'est quoi c'est au bout d'une heure et demie ou de 2 heures, quelque chose. Je crois qu'on est un peu avant 20h et qu'il y a l'intention pour lui d'apparaître dans les 20h à ce moment-là, de cette façon-là. Okay. Puis sur la presse, il y aurait énormément de choses à dire. Je veux à la fois saluer le travail de beaucoup de journalistes, notamment de la presse écrite, qui ont fait un gros travail de documentation de ces violences. Mais moi, j'ai appris, évidemment, du fonctionnement et j'ai pu constater des choses sidérantes. Je conclue peut-être là-dessus. À la fin de l'audition de François Bayrou, il affirme que je lui ai posé une question que je n'ai jamais posée. Il considère que je l'ai accusé d'avoir couvert des pédocriminels. Oui. Je n'ai jamais dit qu'il avait couvert des pédocriminels. Je l'avais interrogé sur son inaction après avoir pris connaissance de violences pédocriminelles. Il fait cette affirmation pendant le temps de l'audition. Je le contredis en conclusion quasiment de cette audition. Et le lendemain matin, toutes les matinales de France, quasiment, tous les éditorialistes de ces matinales, ouvrent en reprenant le mensonge de François Bayrou pour donner un autre tour aux questions que je lui ai posées et caricaturer le sens du questionnement qui était le mien. Là, je vois qu'il y a une stratégie, évidemment, offensive de sa part. Surtout, je vois consterné comment un très grand nombre d'éditorialistes vont reprendre cet élément de langage du Premier ministre pour le couvrir, le défendre, au détriment du fond du sujet et au détriment de toutes les victimes de ces violences. Ultime question, je suis obligé de la poser. Y a Bayrou qui arrive avec un livre qu'il n'a manifestement pas lu parce qu'il est vraiment... voilà, on sent que les pages n'ont pas été tournées, c'est le livre La Meute. Nous, on le découvre, on met du temps en tant que spectateur parce que c'est tout petit, c'est un timbre-poste. Bon. Il se trouve, vous le savez, qu'aujourd'hui, votre organisation n'a pas accrédité Olivier Pérou, un des 2 auteurs de ce bouquin, La Meute, que Bayrou vous avez présenté comme effectivement comme une forme d'affront ou de tentative de déstabilisation. Qu'est-ce que vous pensez de ça, que votre organisation n'ait pas accrédité le journaliste du Monde à venir voir si la meute était une meute, si la... il en est convaincu. Oui, mais d'abord, c'est très intéressant de constater l'usage qui a été fait de cet ouvrage par François Bayrou, aussi par beaucoup de leaders de l'extrême droite, qui ont utilisé l'objet, qui l'ont brandi, qui l'ont montré, qui ont participé d'ailleurs sans doute à son succès commercial. C'est un succès éditorial d'un lectorat d'extrême droite et de droite extrême, probablement, cet ouvrage. Et cela ça en dit long de sa finalité, qui est donc une finalité politique. Et je vous réponds. Si Olivier Pérou n'est pas accrédité, c'est parce qu'il a produit un ouvrage qui contient un très grand nombre de fausses informations. Parce qu'il a produit un ouvrage sans respecter un principe fondamental de la déontologie de chaque journaliste, le contradictoire. C'est parce que dans cet ouvrage, il y a des atteintes très nombreuses à nos vies privées, et c'est parce que, et c'est peut-être moi ce qui à titre personnel me choque le plus, c'est un ouvrage qui animalise des acteurs politiques. Appeler ce livre La Meute, c'est nous qualifier, nous, les insoumis, de chiens. Moi, je sais dans quelle période de l'histoire on animalise des acteurs politiques, je sais à quoi cette animalisation peut conduire, et donc je refuse absolument d'être animalisé, d'être qualifié en chien. On n'est pas là dans un travail journalistique, on n'est pas là dans
ce qui est essentiel au fonctionnement de notre démocratie, la possibilité de produire des informations, des analyses, y compris offensantes, y compris critiques, y compris contradictoires, bien sûr, c'est permis. Il y a aujourd'hui 80 journalistes qui sont là, qui travaillent en totale liberté, qui écriront des articles qui nous déplairont très probablement, mais ils ont évidemment le droit de le faire. Nous ne sommes pas là face à un travail journalistique. Nous sommes là face à un travail de démolition, un travail politique, un travail qui vise à porter atteinte à la principale force d'opposition au gouvernement dans un moment où l'extrême droite progresse. Cet ouvrage commence en nous définissant comme une secte et en rappelant la définition de la Miviludes de ce qu'est une secte. Une secte, ça se dissout. C'est sans doute l'intention d'Olivier Perroux, de Charlotte Belaïch. Eh bien, ce sont donc les deux auteurs. Je ne crois pas que ce soit une perspective journalistique que d'appeler à la dissolution du principal mouvement d'opposition au pouvoir. Mais est-ce que c'est pas de la part de LFI, puisqu'on est dans le lieu de LFI, quand même une forme d'aveu de faiblesse, de dire non, mais lui, il vient pas, lui, on n'en veut pas. Non, simplement qu'on a envie... C'est pas plus fort que ça ? On est beaucoup plus fort que ce journal et que ce livre, mais simplement, il y a un minimum pour nous de... Ah bah tiens, voilà qu'il y a Quotidien. Alors Quotidien, vous les avez sucrés il y a quelques années, et là ils sont là, ils filment. La question qu'ils voulaient vous poser, ah bah merde alors. Et je termine juste là-dessus, Ouais, parce que c'est important, y compris pour que tout le monde comprenne bien ce qu'on fait et qu'il n'y ait drôle. pas de fausses... Le journal Le Monde est le bienvenu ici. Il est accrédité. Il y avait un photographe du Monde qui était accrédité, Sandrine Cassini, Oui. qui écrit des papiers dégueulasses sur la France Insoumise chaque semaine dans Le Monde, a toute sa place pour en écrire des dégueulasses aujourd'hui et demain et après-demain aux amphis de la France Insoumise. Donc j'insiste là-dessus, la presse peut absolument librement accéder aux amphis, toute la presse française est présente, mais Olivier Perroux n'est pas un journaliste, c'est un militant politique, c'est son choix, et nous en tirons des conséquences politiques. Mais est-ce que, voilà. Est-ce que vous pouvez comprendre, Monsieur Paul Vanier, que quand on défend les contre-pouvoirs, ce que nous avons fait pendant une demi-heure, ouais. Le contre-pouvoir du Parlement par rapport à l'exécutif, être étonné que le contre-pouvoir n'accepte pas ou choisisse son propre contre-pouvoir? Oh, je ne choisis pas, parce que, regardez, vous me posez toutes les questions que vous voulez, et puis vos confrères aussi, et tous les articles et reportages seront diffusés comme ils souhaiteront l'être. Simplement, il y a des limites à tout, et nous ne sommes pas des naïfs. Quand il y a une offensive qui est menée, qui vise à notre dissolution, à notre animalisation, il y a pour nous la possibilité de dire non, tout simplement. Je ne suis pas un chien. Vous voyez, je ne suis pas un chien. Je n'accepte pas d'être qualifié de chien. Je n'accepte pas que tous les insoumis, et il y en a des millions dans notre pays, soient désignés comme des chiens. Ça n'est pas du travail journalistique, c'est un travail de propagandiste dangereux. Mais est-ce que, on termine là-dessus, est-ce que ce truc-là, qui est d'une certaine manière dérisoire par rapport au fond des choses dont nous venons de parler, c'est pas une nouvelle C'est pas dérisoire. Juste façon pour, à nouveau de mettre au centre un truc. Non, en fait, c'est une question très importante. C'est une question démocratique fondamentale. C'est la question de la place de la presse et du journalisme dans notre pays. Une démocratie ne peut pas fonctionner sans journalisme, sans journalistes, sans journaux, sans médias. Ce n'est pas à vous que je vais le dire. Mais c'est un métier d'être journaliste. Il y a des fondements déontologiques à ce métier. Il y a des chartes. Il y a une éthique journalistique. Et je veux dire, défendre le journalisme, c'est justement défendre un traitement déontologique et la capacité pour les lectrices et les lecteurs à accéder à de l'information. Cet ouvrage n'en transmet aucune. Je suis un des personnages de la meute. Il y a 10 pages qui me sont consacrées. Absolument. Donc je suis assez bien placé probablement pour avoir un avis au moins sur ces 10 pages. On peut peut-être considérer que cet avis vaut quelque chose. Ces 10 pages sont entièrement fausses. Il y a un nombre de mensonges factuels qui sont assumés à mon égard et je n'ai jamais eu la possibilité d'y répondre puisqu'on ne m'a jamais demandé de le faire. Ça n'est donc pas un travail journalistique. Mais la loi sur la presse vous aurait permis d'attaquer en diffamation, certes, et de gagner éventuellement. Allons-y, répondons à cette objection-là pour terminer vraiment. Mais parce que je n'ai pas de difficulté à y répondre à tout. Mais la justice, et c'est heureux, ne peut pas sanctionner un journaliste pour défaut déontologique. Premièrement, vous le savez. Non. Alors si vous pouvez prouver qu'il y a volonté de nuire. Deux maintenant, allons sur la diffamation. Allons sur la diffamation. Enfin, bon. Allons sur la diffamation. Il faudrait une procédure qui mettrait probablement fort longtemps avant d'aller à son terme. Mais plus important que ça, ce livre, il a été relu probablement par 2, 4, 6, 10 avocats. Vous le savez comme moi, monsieur Dufresne. Et comme j'en ai lu de larges parties, je sais qu'il contient les conditionnels nécessaires
à la calomnie et au mensonge. Donc je ne suis pas naïf. Je ne suis pas naïf. Il n'y a pas là de possibilité pour nous, puisque le mal est fait. Il a été imprimé, il a été diffusé, il a connu une couverture presse parmi les plus importantes que n'importe quel ouvrage ait connu. La calomnie a été répandue. Qu'est-ce que vous voulez que nous obtenions comme réparation après cela, y compris devant une juridiction, alors même que cet ouvrage a été finement construit pour empêcher une condamnation? Vous le savez aussi bien que moi, et donc comme nous ne sommes pas des naïfs, eh bien nous répondons comme nous pouvons répondre à cette attaque politique qui a été celle de ces deux individus. J'ai l'impression que vous avez bourré le chat parce que moi je me fais incendier, tandis que vous, c'est du bravo, monsieur Vaillet. Eh ben, je salue bravo, bien nos amis. Voilà. Merci À d'avoir pris le bientôt. temps. Merci à vous. À bientôt.